Nous voici donc pour cette quatrième partie, donc ce troisième vidéo qui va traiter de la quatrième partie de notre séance de cette semaine sur les coûts et la création de valeur. Nous allons nous intéresser à la création de valeur, donc la chaîne de valeur et l'importance du temps de réponse. Pour avoir un bon temps de réponse, il s'agit de positionner les stocks de façon stratégique. À titre introductif, voyons voir comment dans l'industrie alimentaire, on crée de la valeur. Autrement dit, où est-ce que sont les coûts dans notre chaîne alimentaire? Donc, les achats, donc les coûts sont là. En distribution, donc on voit comment le stockage des produits, le transport, la préparation finissent par regrouper un fort pourcentage des coûts totaux de la chaîne logistique. On voit ici que le coût d'achat premier n'est pas inclus. Donc, on voit les efforts pour acheter, donc le fait de faire le paiement, de choisir le produit, mais les coûts de la matière première ici ne sont pas inclus. Le marketing et le service. Donc, on voit que la logistique, ici, ça c'est parfaitement de la logistique, c'est effectivement 68 des coûts d'une chaîne dans le domaine alimentaire. La question qu'on se pose, c'est où est-ce qu'on positionne nos stocks pour créer de la valeur? Et avant de répondre à cette question-là, voyons voir quelles sont les sortes de stocks. Donc, les stocks. Les stocks de sécurité, lorsqu'on ne peut pas prévoir la demande ou le délai d'approvisionnement avec exactitude, ça nous prend un petit coussin, un stock de sécurité. Donc, on ne sait pas combien de clients vont se présenter, combien de commandes qu'on va recevoir à chaque jour, précisément pour un jour donné. Donc, ça nous prend une marge de manœuvre, un stock de sécurité. On ne sait pas non plus trop à quelle vitesse on va être pas trop, mais précisément à quelle vitesse on va se faire réapprovisionner. Ben là, ça nous prend aussi un stock de sécurité. Donc, quand il y a de l'incertitude, ça prend un stock de sécurité. Un stock spéculatif, c'est qu'on croit, on est capable de saisir certaines opportunités sur la variation des prix des matières premières. Encore là, il y a une question d'incertitude, mais il y a une question de variabilité. Puis on réussit ou on croit réussir à faire des gains en achetant plus à un certain moment donné. On spécule sur la valeur des matières premières. Stock d'échelle, c'est une question de quantité maintenant. C'est qu'il y a des escomptes qui sont disponibles ou d'autres types d'économies, par exemple en faisant des transports à charge complète, en remplissant les camions ou en utilisant d'autres modes encore plus gros. Donc, on regroupe des achats et des expéditions, ce qui fait qu'on a des économies d'échelle. Donc, on se fait des stocks d'échelle. Stock de découplement, donc ça, c'est vraiment les trois types de stocks sur lesquels on s'intéresse. Là, ça, c'est vraiment des décisions qu'on prend. Ici, c'est plutôt des termes. Le stock de découplement, donc c'est entre un flux poussé et un flux tiré. C'est effectivement, c'est pas juste un terme, c'est quelque chose qui est réellement créé. Là. Donc, entre un flux tiré et un flux poussé, il y a un stock de découplement. Plus souvent qu'autrement, dans les chaînes de nos jours, ce stock-là, souvent, il est directement chez le détaillant, donc entre le client puis le client puis les fournisseurs. Le stock zéro, c'est une philosophie, c'est un idéal. Et parce que un des problèmes avec les stocks, c'est que souvent ça cache des défauts, ça cache des mauvaises pratiques, ça cache des bris d'équipement, ça cache un absentéisme de la main-d'œuvre, des mauvaises prévisions des gestionnaires. Et cette philosophie-là veut questionner les stocks constamment afin que les stocks servent vraiment à créer de la valeur. Donc, quand on parle de production à valeur ajoutée, c'est qu'on a vraiment regardé chaque activité, c'est créer de la valeur. Donc, surtout les manutentions. Et les stocks, souvent, c'est justement là qu'on s'attaque parce qu'ils cachent des défauts. Voyons voir dans la chaîne comment est-ce qu'on crée de la valeur. C'est qu'on en crée tout au long de la chaîne logistique, un peu comme avec l'exemple de la chaîne alimentaire en distribution. On a certaines matières premières qu'on a déboursées. Déjà là, on se rapproche du client, la valeur est déjà engagée. On peut les assembler. Donc ici, on a des produits en cours, on les assemble en produits finis. On est capable maintenant de répondre plus vite. Alors, plus on se rapproche du client, plus on est capable de répondre vite, plus par contre la valeur a été engagée. Ce qui fait que ici, l'activité de vente, c'est que la totalité de la valeur a été engagée plus les coûts, c'est-à-dire plus la marge, ce qui nous donne la valeur totale. Donc les coûts, ici, encourus en logistique plus en achat, en approvisionnement, nous donnent
en plus de la marge, la valeur totale. À l'inverse, si on se met du point de vue du consommateur ici, le stock local est plus proche et plus rapide que les autres types de stocks. Et ce qui nous donne un temps-réponse rapide. Plus on se rapproche, on revient à la diapositive suivante, plus on se rapproche, plus les coûts ont été engendrés, plus on se rapproche, plus on peut répondre rapidement. Donc, en fonction d'un temps-réponse, on est capable d'aller intéresser le client, mais ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté plus cher. Ce qui nous amène à certaines notions, par exemple l'assemblage sur commande, la fabrication sur commande, la fabrication sur mesure. Par exemple, dans l'industrie aéronautique, Bombardier ne fait pas de production pour stock d'avions. Il faut vraiment que ça soit du sur mesure, que les contrats aient été signés, puis que ça a été vérifié, puis qu'il y ait des garanties de paiement, parce qu'un avion, on ne fait pas ça en prévision peut-être d'une demande. Pensez à des gros exemples, les bateaux, des grosses infrastructures, ça se fait sur mesure. Par contre, lorsqu'on était prêt à lancer le iPad, il était déjà pour la journée donnée chez les détaillants. Ce qui nous amène à la question de frontière efficiente, c'est qu'il y a un lien entre le temps-réponse et la valeur aux yeux du client et le stock. Une frontière efficiente, en fait, c'est l'ensemble des points non dominés sur les deux critères, soit le temps-réponse, soit le coût total des activités. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes dominé sur les deux critères par au moins une autre solution. Euh, vous n'êtes pas proche, puis vous n'avez pas coûté pas cher. On va prendre un exemple. Le temps-réponse est long. Eh bien, on est quand même en contrôle de nos coûts. On parle de stock central, de stock sur mesure. Si le temps de réponse est court, on a engendré des coûts, on est prêt, ça nous a coûté très cher, mais on est prêt à répondre ici. Donc, vous voyez la frontière efficiente. Je vous invite à vous questionner sur l'industrie que vous étudiez en ce moment, soit l'alimentaire, soit la quincaillerie. Comment est-ce qu'on se distingue de nos concurrents sur ces deux critères? On imagine ici que Couche-Tard est là et que Costco est là. C'est que le temps-réponse est loin. Il est long. Il faut se déplacer pour aller chez Costco, il faut au moins se déplacer pour aller chez Couche-Tard. Si on superpose la frontière efficiente avec les revenus qu'on tire, je reviens ici, Couche-Tard est là, mais ça coûte plus cher. Costco est là, ça coûte moins cher. Les revenus sont aussi en lien avec cette frontière efficiente. Et la marge qu'on va tirer de nos activités s'exprime ici par la différence entre ces deux courbes. Et c'est à vous, en tant que gestionnaire, de pouvoir vous positionner stratégiquement dans ce graphe en fonction de vos capacités, de vos moyens logistiques. Et tout au long de la vie d'une entreprise, on cherche à faire une pression sur la frontière efficiente pour augmenter nos marges. Notamment, on le verra dans notre cours, avec l'amélioration du système de planification et contrôle. Donc, en améliorant les coûts, notre gestion du stock, parfois on diminue nos coûts, ou en relocalisant nos entrepôts, ou en utilisant des technologies différentes. Regardez vos notes de cours, on peut même parler d'ingénierie. Donc, si on réussit à améliorer la modularité de nos produits, on peut grandement diminuer nos coûts. Donc, ce qui met fin à la présentation de cette semaine, l'idée donc derrière cette idée de coût, c'était en venir à un raisonnement ici sur la chaîne de valeur. Comment on réussit à créer de la valeur en se positionnant sur une frontière efficiente et se distinguant de nos concurrents pour que les clients nous accordent un revenu qui va nous donner une marge bénéficiaire.